J'avais même campé, oh là là, j'avais campé une fois sur une île déserte et il y avait des loups qui étaient venus nous voir dans la nuit. On avait vu les pattes de loup le lendemain. Enfin bref, je suis en train de m'étaler, ça n'a rien à voir. Salut les vagabonds, je suis vraiment toute contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo sur ce format-là, le format chit-chat. Vous avez été nombreux à me dire que le format vous plaisait dans la première vidéo précédente que je vous avais fait. Cet échange de questions-réponses où vous me posez vos questions et où j'y réponds à travers une vidéo. Donc je suis très contente parce que même moi c'est un format que j'apprécie beaucoup vous faire parce que ça me permet tout simplement d'être un peu plus spontanée avec vous et de répondre un peu plus vraiment à vos questions plutôt que moi proposer des sujets de mon côté. Donc voilà, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo où on va pouvoir papoter un petit peu. Je me suis fait un petit thé pour faire ça tranquille, relax. J'ai sélectionné aujourd'hui encore 10 questions auxquelles je vais répondre, donc des questions que vous avez pu me poser sur mes différents réseaux, que ce soit YouTube, Instagram ou ma page Facebook. Je peux pas répondre malheureusement à tout le monde dans une seule vidéo parce que déjà la dernière vidéo était assez longue, donc 10 questions je pense que c'est le maximum qu'il faut que je réponde pour pas trop que je m'étale non plus et que la vidéo dure 3 heures. Et je vais essayer d'être un peu concise dans mes réponses. Donc il y a vraiment toutes sortes de questions auxquelles je vais répondre. J'ai pris des questions un peu plus techniques, des conseils vraiment plus pratiques, et puis des questions plus personnelles, un petit peu sur mon parcours ou la suite de mon parcours aujourd'hui, même si c'est plus ou moins en lien avec Compostelle. Alors, première question. Donc une question de Thierry. Bonjour, j'adore beaucoup tes vidéos, c'est comme y participer soi-même. Alors deux petites questions. 1. Comment traiter les chaussures mouillées et les pieds le lendemain? 2. Est-ce qu'il existe un guide, une app à considérer spécifiquement pour la France? Miam miam dodo. Alors déjà, un énorme merci pour ta question et moi aussi je trouve que c'est vraiment un peu plus interactif quand je fais des vidéos comme ça, donc c'est chouette, c'est dans les deux sens. Comment traiter les chaussures mouillées et les pieds le lendemain? Alors les pieds, moi perso, j'ai pas eu trop de mal avec des pieds mouillés, j'ai eu aucun souci. Donc je sais pas trop si tu parles d'ampoule ou de quelque chose comme ça. Je sais pas, en fait, les pieds le lendemain ou après, enfin voilà. Psychologiquement, c'est hyper dur de remettre des chaussures mouillées, ça j'en suis totalement consciente. Moi, quand j'étais vraiment trempée, je privilégiais une nuit en gîte le soir. Alors si c'est un petit peu mouillé, tout simplement mettre du papier journal dans les chaussures pour que le lendemain ça soit mieux, et puis sous un radiateur ou quelque chose comme ça. Si c'est complètement mouillé, vraiment, alors là, les mettre sur le radiateur directement dès qu'on le peut. Et ça m'est arrivé malheureusement de devoir repartir le lendemain avec des chaussures encore mouillées, hein. Donc c'est pas l'idéal, mais on met des chaussettes sèches et puis on continue comme on peut. Après les pieds, je sais pas trop, j'ai pas eu de soucis personnellement de ce côté-là. Donc je sais pas trop quoi de dire en fait. Je suis désolée, j'ai pas réponse à tout, hein. Faire avec. Ou prendre une journée de pause si vraiment c'est problématique. Après si c'est des ampoules, les gérer comme des ampoules, hein. Si vous savez pas trop, moi non plus, j'ai appris sur le chemin à gérer un peu mes ampoules, ça dépend beaucoup de choses. Mais en général, il vaut mieux quand même la percer avec une aiguille, avec un fil, et on va laisser le fil dedans pour que l'ampoule s'assèche et que la peau vienne se recoller peau à peau. Comme ça vous évite d'enlever l'ampoule et que votre peau soit à vif, ou de laisser l'ampoule et que ça vous fasse mal. Donc c'est la meilleure solution en général, c'est de percer avec l'aiguille et de laisser le fil dedans pour que ça vienne assécher le petit liquide qui est dans l'ampoule. Donc voilà. Et puis, est-ce qu'il existe un guide ou une application? Pour la partie française, oui, le Miam Miam Dodo, c'est évidemment le guide de référence. Je pense qu'il n'y a pas de secret sur ça. C'est vraiment, pour l'avoir un petit peu vu et utilisé à 2-3 reprises au cours de mon chemin, parce que je pouvais le voir des fois dans les gîtes où je l'empruntais à d'autres pèlerins qui l'avaient. C'est vrai que oui, c'est vraiment un bon guide de référence. En application, alors je peux rien dire, c'est vrai que je vous avais dit sur mon chemin, malheureusement j'avais pris l'application de base pour la toute première partie au départ du Puy-en-Velay, mais malheureusement elle n'avait pas fonctionné à l'époque. Mais je pense que c'était un peu les débuts de l'application et aujourd'hui elle fonctionne sûrement bien mieux et il y a beaucoup de fonctionnalités dedans et c'est vraiment bien fait. J'avais trouvé quand même que c'était très bien fait parce qu'il y a différentes parties, il y a des parties quand on est sur le chemin vraiment, il y a les parties de préparation, enfin voilà. L'application Miam Miam Dodo est à recommander, je pense. Question numéro 2. Alors, de Laurence. Salut Laurence, parce que je sais que tu me suis depuis un petit moment et toujours très contente de lire tes petits commentaires. Je ne voyage pas sur un chemin fort emprunté et nous marchons le week-end avec nos enfants. Nous ne trouvons pas toujours les tampons pour valider notre chemin. Donc sur la crédentiale, j'imagine. Comment peut-on valider et où? Merci.
Du coup, alors, ça dépend pourquoi vous envisagez d'avoir la crédentiale. Si c'est pour obtenir la Compostela, c'est pas grave du tout si vous n'avez pas un tampon par jour. Donc déjà, ça enlève un petit peu de la difficulté. Et puis si c'est vraiment pour avoir un souvenir tous les jours, ce que je vous conseille au maximum, moi sur mon nouveau chemin, c'est vrai que j'ai rencontré ces difficultés-là sur mon chemin, donc depuis chez moi, depuis Rouen, où je fais actuellement en petit tronçon, pour ceux qui ne savent pas, ce chemin de Compostelle. Comme c'est un chemin qui est vraiment très peu fréquenté, de la partie de Rouen jusqu'à Chartres, il n'y a vraiment pas grand monde et pas grand-chose pour les pèlerins, eh bien c'est un peu plus compliqué de faire tamponner la crédentiale. Donc je suis un peu dans ton cas. Et du coup, ce que je fais la plupart du temps, quand je peux, parce qu'en plus des fois c'est les week-ends, donc c'est pas toujours évident, c'est de demander dans les commerces en fait. C'est le plus simple, dans les villes ou les villages que je trouve. Si je vais à la boulangerie par exemple, bah, je demande à la boulangerie de me faire un tampon. Alors c'est beaucoup moins sympa que les beaux tampons qu'on peut trouver sur le chemin de Compostelle, le GR65 par exemple, où on a des beaux tampons dans les églises ou dans les lieux spécifiques vraiment pour les pèlerins, ou les gîtes de pèlerins qui ont leurs tampons spécifiques. Donc c'est vrai que c'est un petit peu moins joli, moins sympa, mais au moins ça fait un tampon si on veut vraiment la valider au fur et à mesure. Alors après, si tu traverses vraiment des parties sans aucun village, sans aucun commerçant du tout, je ne sais pas quoi te conseiller pour le coup, parce que c'est qu'il n'y a sûrement rien. Moi je sais que par exemple les églises sont toutes fermées, donc il n'y a vraiment pas beaucoup de possibilités de faire dans les églises, mais je privilégie les commerçants au maximum, les offices de tourisme, voilà, comme je le disais, la boulangerie, le bar, le café, voilà, je fais comme on peut. Et puis, j'ai pas précisé, mais c'est pas parce que c'est un commerçant qui fait un tampon que cela n'est pas valable, hein, évidemment, ce n'est pas obligé que ce soit un tampon spécial à Compostelle. Tant que c'est un tampon qui atteste que vous êtes passé sur le chemin à telle date, en fait, le plus important, donc c'est mettre le tampon et écrire la date, et votre crédentiale est tamponnée en bonne et due forme. Troisième question de Sabrina. Salut la vagabonde, j'aurais une question. Pendant le chemin, t'accordais-tu du temps de repos sur une journée ou plusieurs? Merci pour ce chit-chat très intéressant, car on ne pense pas toujours à certaines questions que d'autres se posent. M-6 pour moi. M, c'est moi ou c'est... Je dois avoir hâte de partir. Je sens, tu sais, je suis fébrile moi-même juste à l'idée de savoir que les gens partent sur le chemin, c'est rigolo. Ça me fait un peu une partie de moi qui part aussi avec vous, je me dis, sur les chemins. Par la pensée, évidemment, pas physiquement. Mais... Bref, du coup, oui, il y a eu quelques fois où je me suis accordé une petite pause sur le chemin. Ça a été rare quand même, mais j'ai dû faire au total complètement 3 jours de pause. Non, 4, maintenant que j'y pense, c'est 4 jours de pause que j'ai fait total, où j'ai pas bougé de la journée, pas du tout. Et puis moi, ce que j'ai fait beaucoup, c'était des jours où je marchais très peu, hein. Il y a des jours où je marchais... 10-15 km et ça me suffisait amplement, j'étais bien, j'ai trouvé un lieu sympa pour me poser, puis je restais là parce que je voyais pas l'intérêt d'aller plus loin si je me sentais bien et puis que j'avais pas plus envie de marcher. Et puis il y a d'autres jours où j'avais envie de pousser, j'avais envie d'avancer et là du coup je faisais plus de kilométrage, mais je me forçais à rien. Ça m'a vraiment permis de pas forcer mon corps ni rien. Comme je l'ai un peu expliqué au début, je m'étais beaucoup forcée à avancer, puis tout de suite mon corps m'a dit non, c'est pas possible, donc j'ai vite pris conscience qu'il fallait y aller à son rythme. Et donc des jours vraiment complets sans marcher. Le tout premier, ça a été lorsque j'ai rejoint donc chez ma sœur, parce qu'elle habitait à l'époque sur le chemin à Decazeville. Et donc je me suis arrêtée là. Et ça avait été dur. J'avais qu'une hâte, c'était de repartir. Bon, j'avais évidemment bien profité quand même d'être chez ma sœur, de me poser, d'avoir du confort et tout ça, mais j'avais hâte de repartir sur le chemin. Donc c'était vraiment dur de s'arrêter au début. Et après, la deuxième pause, ça a été, j'en ai pas fait d'autres, jusqu'à Navarins, donc en vraiment Pays Basque, là on approche vraiment, on est dans le sud. Et là j'ai fait 2 jours de pause pour le coup, au lieu d'une. De base je m'étais dit je ferais juste une journée. Et puis finalement, j'ai décidé d'en faire 2. J'étais un peu flemmarde, on avait trouvé un super... J'étais pas toute seule. En fait, je me suis arrêtée une première journée pour attendre qu'une compagne de marche me rejoigne parce que je sais plus pourquoi, je l'avais dépassée, je sais plus pour quelle raison, mais bref. Et moi, j'attendais aussi un ami qui venait me rejoindre à Navarins. Donc du coup, de base, j'avais dit, vas-y, je reste une journée et puis le lendemain, on continue. Et puis finalement, on est resté là 2 jours. Et puis ensuite, ça a été sur le Camino Frances. J'ai fait une seule pause d'une seule journée complète. Et pareil, c'était pas si facile que ça de s'arrêter cette fois-là. Parce que j'avais pas de raison de m'arrêter vraiment. Et on s'est posé dans un petit gîte vraiment agréable, vraiment sympa. Et on est tout un groupe et au final on est resté tout le groupe une journée complète
à pas bouger. Et le lendemain, par contre, on était très contents de repartir, parce que c'est vrai qu'une journée complète à pas bouger, à pas marcher, le corps, au bout d'un certain temps, il est habitué, il a besoin d'avancer, donc voilà. Mais oui, je me suis jamais privée de me faire une petite pause. Donc voilà, merci Sabrina pour ta question, et puis je te souhaite un très très bon chemin à toi. Quatrième question de Mario. Pardon. J'ai la voix qui... Je crois qu'il faut que je reboive un petit peu de thé. Alors, bonjour, très bien ce nouveau format, je suis contente que ça te plaise. Et merci d'avoir répondu à ma question. J'aurais aussi une autre question, j'ai vu un reportage TV sur le chemin et il a été montré en exemple des guides qui accompagnent des groupes d'une dizaine de personnes sur un tronçon déterminé. Pour découvrir le chemin, je trouve ce format intéressant. Qu'en penses-tu ? Et est-ce partout sur le parcours? Merci de ta bonne humeur et de ta passion. Eh ben, merci pour ta deuxième question et donc à nouveau je vais y répondre. Donc oui, il existe en effet... j'ai vraiment... Je crois que je parle trop. Donc oui, j'ai vu qu'il y avait des guides qui accompagnaient comme ça donc des séjours un petit peu sur le chemin de Compostelle. Personnellement, je me suis pas plus intéressée à la question auparavant, donc là j'ai fait quelques recherches quand même internet pour pouvoir te répondre parce que en fait moi-même je ne savais pas lorsque tu m'as posé la question. Donc oui, en fait c'est un peu comme des agences de voyage, un petit peu sous ce format-là, qui proposent des tronçons avec un nombre de jours et puis un tarif avec tout compris, tout inclus en général, et puis une petite dizaine de personnes sur le chemin. Alors j'ai décidé de ne pas citer aucune entreprise qui propose ce genre de service dans cette vidéo parce que je ne veux pas encourager plus une entreprise qu'une autre, sachant que je n'en connais aucune personnellement. Peut-être qu'un jour je serai amenée à travailler avec si un jour ça se fait, hein, parce que je vous cache pas que j'aimerais bien continuer à pourquoi pas faire des aventures sur Compostelle et des expériences. Je suis en train d'en dire trop sur certains de mes projets qui sont pourtant lointains, mais voilà, bref, j'en sais rien. Mais ce que je veux dire, c'est que oui, il en existe plusieurs. Il suffit de taper sur un moteur de recherche très connu, dont je ne citerai pas non plus le nom, des mots-clés tels que chemin de Compostelle, accompagnement ou alors guide, randonnée guidée. Tapez des mots comme ça sur votre moteur de recherche et vous allez tout de suite trouver ces agences qui proposent différentes formules. Il y en a vraiment sur toutes les voies. J'ai même vu qu'il y avait sur des voies beaucoup moins connues comme la Via della Plata. Et puis l'autre chose que je voulais dire dans ce... Il y a le soleil qui vient. Que les associations jacquaires, oui, il y en a beaucoup tout partout en France et même un petit peu à l'international. Donc n'hésitez pas à aller vous renseigner auprès de l'association jacquaire de votre région parce que eux aussi très souvent organisent des randonnées et peut-être même des randonnées donc sur le chemin régional là où vous vous trouvez. En plus c'est un peu convivial parce qu'on est vraiment plus avec des membres de l'association que le côté un petit peu plus guide touristique à travers une entreprise. Donc ça dépend un peu de ce qu'on a envie, mais voilà, c'est vrai que c'est chouette avec une association de partir comme ça. Donc voilà, faut se renseigner, faut aller chercher, mais oui, ça existe pour te répondre. Ah, et il y avait la question, qu'est-ce que j'en pense moi? J'en pense, j'en pense ce que j'ai dit, en gros, que je préférerais peut-être le faire avec une asso, quitte à, si j'étais amenée à faire ce genre de choses, parce que j'aime un peu moins le côté, comme je disais, entreprise, un peu le côté voyage tout inclus que peuvent proposer certains sites en fait. Après, c'est pas pour autant que c'est mal, hein, c'est juste que c'est un peu plus ouais, côté agence touristique qui vous vend un voyage finalement, et c'est ça que j'aime un petit peu moins. Et personnellement, je vais moins me tourner vers ça, mais après, c'est pas pour autant que la qualité n'est pas là, que le professionnalisme n'est pas là et que vous passerez un mauvais séjour, au contraire. Ensuite, cinquième question, une question de Henri. Je ne sais pas si c'était ton vrai prénom ou si c'est un pseudo, je crois que tu m'as dit que c'était un pseudo, mais voilà. Donc merci pour ta réponse sincère et d'avoir joué le jeu. Je trouve ce format formidable, c'était ta vidéo la plus émouvante et authentique, et merci, tu as su pointer du doigt l'essence même du chemin, l'ouverture aux autres, dépasser ses peurs, se dépouiller matériellement et émotionnellement. Si tu refais un chit-chat, on y est. Ma question serait, est-ce sur le chemin que tu as trouvé l'idée de ta nouvelle profession? Et plus généralement, as-tu rencontré beaucoup de pèlerins en reconversion professionnelle ou qui se questionnaient sur le sens de leur boulot? Merci encore, peace bisounours. Merci pour le peace bisounours. Étonnamment, le chemin ne m'a pas du tout apporté les réponses que j'avais envie que j'étais partie chercher.
Donc c'est assez paradoxal hein, quand on y pense. Le chemin m'a appris beaucoup, mais pas du tout répondu à des questions en termes, justement, au début j'étais partie en me disant je sais pas quoi faire pour la suite. Et comme je vous ai dit, je suis rentrée de Compostelle sans savoir vraiment plus ce que j'allais faire après. Sachant que j'hésitais encore à oui mettre un terme à ma vie nomade ou non. Et j'ai décidé finalement de mettre un terme, mais après un certain temps, encore une fois être rentrée de Compostelle. Donc sur ce point de vue-là, non, malheureusement, le chemin ne m'a pas apporté des réponses sur la reconversion, même si ça faisait longtemps que je savais que je voulais changer, enfin faire quelque chose de nouveau et reprendre sûrement des études, mais ça ne m'a pas apporté de réponse vraiment directement, on va dire, même si forcément hein, tout ce qu'on vit dans la vie joue à ce à quoi on est amené par la suite, évidemment. Et ensuite, bah, oui, par contre, c'est vrai que j'ai rencontré beaucoup de gens, certains pour vraiment suite à un burn-out, ou alors certains vraiment plus par questionnement sur est-ce qu'ils font est vraiment pertinent, est-ce que c'est vraiment pourquoi ils ont envie de s'engager toute leur vie, ou est-ce que ça a vraiment un intérêt de faire le travail qu'ils faisaient. D'autres personnes qui travaillent beaucoup aussi tout seuls, ou alors dans l'informatique, j'ai rencontré quelques personnes comme ça, qui étaient tout le temps sur l'ordinateur avec une machine et qui n'avaient plus vraiment de lien social avec des gens dans le cadre de leur travail, et du coup qui cherchaient vraiment beaucoup plus de sens dans la relation humaine sur le chemin. Et ça m'avait pas mal interpellée, parce que c'est vrai que j'avais pas pensé à ce genre de boulot où on est vraiment derrière l'ordi toute la journée et on travaille qu'avec des machines, et ça devient très très impersonnel, tout ça, la relation qu'on doit avoir dans sa vie au quotidien. Donc voilà, c'est vrai que j'ai rencontré plein de gens qui se questionnaient en tout cas quant à leur avenir professionnel, ou ce qu'ils faisaient actuellement, même est-ce que c'était vraiment ce qu'ils voulaient faire et continuer dans leur vie. Question numéro 6, du coup c'est Jean-François qui me dit « Bonjour Suzanne, as-tu ralenti ta marche lors de la dernière étape par peur de la fin de l'aventure ?» Alors oui, j'ai complètement ralenti ma marche, mais alors pas, ça dépend ce qu'on appelle la fin de l'aventure, mais étonnamment pas pour arriver à Compostelle, j'ai pas ralenti du tout. J'avais une étrange énergie qui me poussait à avancer et faire du kilométrage sur la fin. Je pense aussi le fait qu'il y avait beaucoup de monde sur le chemin, sur la fin, j'en avais un peu, pas marre, mais j'étais pas à ma place, je me sentais un peu étouffée par tous ces gens, et puis je comprenais pas pourquoi d'un coup il y avait autant de monde, et j'avais plus l'impression de profiter autant du chemin que j'avais pu le faire jusqu'ici. J'étais vite, je sais pas, il y avait un côté un peu où j'avais besoin d'arriver, on va dire ça comme ça, en tout cas pour arriver à Compostelle. Mais ensuite, de Compostelle jusqu'à, moi donc j'ai fait Compostelle, Fisterra et ensuite Fisterra Murcia, et donc de Compostelle à Fisterra, évidemment, ouais, j'ai ralenti. Enfin évidemment, non pas forcément évidemment, mais moi oui, j'ai beaucoup ralenti. J'étais avec plusieurs personnes, on marchait avec plusieurs, et on a pris je sais plus combien de jours, 5-6 jours à marcher, alors que ça doit se faire en 3-4 jours maximum je crois. Parce que là je ne voulais pas que ça s'arrête, cette aventure, c'est une fois être arrivé à Compostelle, qu'est-ce qu'on fait après? Donc on marche jusqu'à Fisterra pour arriver vraiment au bout, et c'est vraiment à Fisterra, comme je le dis, je pense dans ma dernière vidéo chit-chat, que j'ai vraiment ressenti que c'était la fin. Et ensuite j'ai quand même marché jusqu'à Murcia, parce que je n'arrivais pas à me dire que c'était complètement la fin, mais lors de cette marche de Fisterra à Murcia, que j'ai aussi mis du temps quand même à faire, là je me suis dit bon, c'est la fin, il faut que tu passes à autre chose, il faut que tu rentres. Et c'est vraiment là que j'ai eu le déclic, et que je me suis dit, enfin que j'ai commencé à accepter que c'était la fin du voyage. Mais bon, ça a été dur, hein, je vous l'ai déjà dit, hein, mais oui, j'ai ralenti. Et j'ai pleuré beaucoup. Donc voilà. Question numéro 7, ça va être une question de Iris qui me demande « Que me conseilles-tu comme moyen de transport pour le retour du Camino Frances début août? Ça me paraît assez galère, comment as-tu fait ?» Donc c'est parfait, c'est en lien avec ce que je viens de répondre. Donc le transport pour rentrer de Compostelle, en fait j'ai un peu écrit dans certains articles de mon blog, n'hésitez pas à aller voir, je mettrai le lien de mon blog dans la description juste en dessous. Et donc le transport, il faut savoir que de Compostelle c'est une très grosse ville. Moi je ne le savais pas avant d'arriver à Compostelle, c'était aussi gros et aussi bien desservi en fait, parce qu'évidemment il y a beaucoup de passages entre les pèlerins, mais aussi il y a plein de gens qui viennent quand même en voiture aussi dans cette ville, évidemment, pas forcément à pied. Donc il y a beaucoup de solutions de transport.
Donc avion, train, bus, covoiturage même, je pense que vous en trouveriez tellement il y a de monde. Mais il faut savoir que c'est vraiment simple. Moi, j'avais absolument rien prévu, même en partant pour Fisterra, ensuite Mouchia, j'avais absolument rien prévu. Je savais juste qu'il y avait des bus hein, pour revenir. Il y a beaucoup de bus dans la journée. Tout l'été, de Mouchia à Compostelle ou de Fisterra à Compostelle qui font l'aller-retour à différents horaires de la journée, donc c'est vraiment simple. Et pour le retour par contre, pour faire Compostelle-Rouen, chez moi en l'occurrence à l'époque, j'ai regardé sur internet tout simplement, en fait, je crois que j'ai fait ça. Je suis allée voir sur les sites de bus hein, qui font tous les fameux bus qui font les grandes trajectoires en Europe, un peu partout. Et voilà, il y en a plusieurs qui proposent des trajets hein, de retour vers la France. Moi c'était un direct Compostelle-Paris. Et aucun souci, voilà. Et je l'ai trouvé donc sur internet. Sur place à Compostelle, il y a aussi évidemment des agences qui vous aideront à trouver votre billet de retour le moins cher possible et le plus avantageux pour vous en termes de temps aussi, selon si vous avez une deadline. Donc voilà, soit vous renseignez au préalable si vous avez besoin, soit ne pas vous renseigner et le faire à la dernière minute. Moi j'étais rentrée en août et j'avais pas eu de soucis, en tout cas au moment où je l'ai fait. Je l'ai un peu fait dernière minute, ce retour. Et comme tu n'étais pas la première à me demander comment on rentre de Compostelle, je pense que c'était bien de le repréciser dans cette vidéo. Du coup, question numéro 8, c'est une question de Nathalie. J'aimerais savoir comment bien gérer la nourriture en bivouac la nuit pour éviter d'attirer les bestioles ou autres. Qu'est-ce qu'on peut garder dans le sac? Qu'est-ce qu'on doit suspendre? Les fruits, le pain, si c'est gardé dans un contenant ou sac en plastique, est-ce que c'est dangereux de tout amener dans la tente? C'est une bonne question, parce qu'en effet, même moi, au tout début, je ne savais pas bien ce qu'il fallait mettre ou pas dans la tente et ce qu'il fallait ne pas mettre. Mais parce que, en fait, avant, je vivais au Canada. Je sais, je me répète souvent, mais j'ai vécu 2 ans au Canada et le bivouac, ça me faisait tellement peur là-bas parce que les ours, les orignaux, enfin, il y a du level niveau animaux. Et c'est beaucoup plus compliqué. Et il fallait tout suspendre à des arbres, voire mettre dans des boîtes hermétiques qui existent au milieu de la nature. Des fois, il y a des boîtes en métal qui sont juste pour camper et pour pouvoir mettre nos affaires là-dedans. J'avais même campé, oh là là, j'avais campé une fois sur une île déserte et il y avait des loups qui étaient venus nous voir dans la nuit. On avait vu les pattes de loup le lendemain. Enfin bref, je suis en train de m'étaler, ça n'a rien à voir avec la question que tu me poses. Mais quand j'y pense, c'était vraiment à un tout autre niveau. Moi, les seuls animaux qui sont venus me visiter dans la nuit sur le chemin de Compostelle, ce sont des fourmis qui sont venues manger des choses dans ma tente. Mais sinon, j'ai vraiment jamais eu aucun problème. Et la plupart du temps, donc quand même pour faire ça bien et pour te répondre correctement, le mieux, c'est de prendre tout ce qui va être d'ordre de la nourriture, hein, tout ce qui est par contre dentifrice, tout ça, ça va pas attirer les bêtes, mais en tout cas pas celles qu'on a en France. Donc dans un sac plastique ou dans un contenant hermétique, le mieux c'est de tout mettre, la nourriture, comme tu dis, le fruit, les pains, tout, sauf les contenants, si c'est une boîte de conserve fermée par exemple, il n'y a pas besoin. Et le mettre un peu éloigné de sa tente, pas non plus 10 mètres, mais quelques mètres, 3-4 mètres minimum de sa tente, dans un arbre qu'on va accrocher sur une branche en hauteur. Moi je l'accrochais avec le sac plastique, que je faisais un tour autour de la branche et j'accrochais comme ça. J'accrochais aussi ma poubelle, parce qu'évidemment j'avais une poubelle dans un petit sac plastique souvent avec moi. Je l'accrochais aussi parce qu'il peut y avoir des odeurs. Et l'autre chose que des fois ça arrivait, c'était ma popote, donc ma casserole de cuisine. Des fois je la nettoyais pas le soir parce que j'avais pas assez d'eau pour la nettoyer tout simplement, donc il y avait peut-être des résidus, un petit peu de nourriture. Et donc celle-là aussi j'allais la mettre avec mes restes de nourriture dans un sac plastique que j'accrochais en haut. Et ça évite vraiment surtout qu'il y ait toutes sortes de petits animaux, de petites bestioles qui vont venir être attirées, des petits rats, des petits... les fourmis, comme je disais, j'en sais rien, quelle autre petites bêtes peuvent venir, mais c'est plutôt des petits rongeurs ou des choses comme ça qui vont être attirés par votre nourriture et venir vous embêter dans la nuit. Une fois que vous avez fait ces précautions-là, vraiment, vous avez quasiment aucun risque. Je déconseille quand même de garder la nourriture dans la tente, même si, voilà, comme moi je le dis, des fois j'avais gardé une banane, des fois ça m'est arrivé de garder des choses. Si vous les emballez, comme tu le dis dans ta phrase, si vous les emballez bien, en plus, il y a moins de risques que plutôt que les laisser à l'air, hein, évidemment comme ça, à l'air libre, mais plutôt quand même les mettre, pour être sûr à 100% de ne pas avoir aucun souci, les mettre en l'air dans un arbre et vous êtes sûr que c'est bon.
Question numéro 9, du coup, là c'est une question, je ne vais pas dire le prénom de la personne parce que c'est une question que j'ai reçue en message privé qui n'était sûrement pas... Enfin, c'était pas une question qui était proposée pour que j'y réponde dans cette vidéo. Mais je me suis dit bah, pourquoi pas quand même y répondre parce que c'est une question que c'est pas la première fois qu'on me la pose et ça peut peut-être rassurer plusieurs personnes si j'en parle dans cette vidéo. Donc c'est par rapport aux chiens quand les maîtres ne sont pas à côté ou alors aux chiens errants ou aux chiens de berger éventuellement. Donc la question c'est est-ce que j'ai rencontré ce genre de problématique, donc de rencontrer des chiens sur mon chemin, et si oui, qu'est-ce que je conseille de faire? Alors moi aussi j'avais entendu cette histoire de chien, je ne sais pas d'où elle vient cette histoire de chien, mais quand même elle est vraiment dans les têtes de tout le monde je crois, parce que je l'avais entendu que j'allais sûrement rencontrer des chiens sur mon parcours et qu'il fallait faire attention et qu'il fallait utiliser ces bâtons en cas de chien à proximité. Alors, ça ne m'est jamais arrivé sur le chemin de Compostelle qui est le GR65, le Camino Frances ou le Camino del Norte qui sont des chemins fréquentés. Donc les maîtres, la 3/4 des chiens que j'ai pu voir qui m'ont fait peur, c'était des chiens qui étaient derrière des grilles ou dans un jardin ou derrière, voilà, qui étaient enfermés à l'intérieur et qui étaient canalisés, ils ne pouvaient pas sortir. Donc, mais souvent ils avaient peut-être l'air un peu agressif, mais ils sortiraient pas, et voilà. Donc les 3/4 des maîtres qui sont sur le balisage du chemin de Compostelle savent très bien qu'il y a beaucoup de marcheurs, donc forcément ils font attention à leurs chiens. Les rares chiens que j'ai croisés qui étaient en liberté totale, c'était des chiens de ferme qui étaient allongés pépères sur la route et qui ne bougeaient pas d'une oreille lorsque je passais à côté. Enfin bon, ils étaient habitués et c'était des chiens voilà, très sympas. Et bon, si ça m'était arrivé, mettons, que j'en rencontre, l'histoire des bâtons, je pense que c'est le mieux, c'est non pas de vouloir assommer le chien ni rien, mais en tout cas de se protéger si jamais il y avait un chien qui s'attaquait, qui s'en prenait à nous. Donc avec le bâton, de le repousser le chien au maximum. Si vous n'avez pas de bâton de marche vraiment, bah, essayez d'attraper un bâton si vous voyez un chien qui est vraiment errant et qui pourrait s'avérer être menaçant. Essayez d'attraper un bâton avec vous pour pouvoir vous protéger. Mais le but n'est pas de faire du mal au chien, le but c'est vraiment vous protéger et ayez l'air imposant, criez sur le chien s'il faut, voilà, faut surtout pas se laisser manger par la peur parce qu'à partir de là, le chien va savoir qu'il est qu'il a le dessus sur vous et forcément il va encore plus s'en prendre à vous. Alors que si vous montrez que vous êtes ferme, que vous savez voilà, qu'il ne faut pas qu'il s'attaque à vous et que vous êtes déterminé en lui disant non et en vous montrant imposant, ça peut le faire un peu plus fruire. Donc voilà, j'espère que ça pourra vous donner une petite idée par rapport à cette situation-là si vous vous retrouvez confronté avec un chien. Et la dernière question, donc la question numéro 10, c'est aussi une question que j'ai reçue par message privé, donc pareil, je ne donnerai pas le nom de la personne, mais c'était une question qui était, donc ça va un peu varier de Compostelle, à savoir donc est-ce que je suis intéressée de faire d'autres GR et notamment le GR21. Donc c'était la question, ça extrapole un petit peu, mais en fait je sais que vous êtes certains me posent la question pourquoi est-ce que tu restes bloqué sur Compostelle, pourquoi tu fais que des chemins de Compostelle et pourquoi tu t'intéresses pas à d'autres chemins de randonnée. Alors d'abord je vais vous répondre que c'est faux, je m'intéresse à d'autres chemins de randonnée, la preuve en est qu'après Compostelle je suis partie dans le Jura, faire la grande traversée du Jura, donc voilà. Pourquoi aujourd'hui je reviens beaucoup sur Compostelle, c'est parce que c'est un chemin qui m'appelle, qui m'a toujours appelé et qu'on n'en revient jamais complètement pareil de ce chemin-là et que malheureusement, moi j'ai pas réussi à passer à autre chose et je continue avec les vidéos et je continue à vouloir marcher sur ce chemin et faire ce pèlerinage et voilà. Et je pense que c'est un peu différent d'un GR de rando, même si on peut évidemment faire de la randonnée dans le même état d'esprit que celle qu'on fait sur le chemin de Compostelle sur des GR. Et donc le GR21 dont on me parle ici, c'est le GR qui est en Normandie, qui fait le long de la côte normande. Je ne l'ai jamais fait, mais j'ai fait plusieurs bouts parce qu'évidemment je suis normande d'origine, donc je connais pas mal la côte. Donc je pense pas que ce soit un GR qui m'intéresse en tout premier lieu, sur lequel j'irai. Voilà. Je penserais pas. Mais d'autres GR, je suis évidemment intéressée à faire d'autres GR. Il y a plein de chemins qui m'intéressent. Malheureusement, j'ai pas tout le temps devant moi en ce moment. Mais un jour ou l'autre, j'aimerais bien faire plus de randonnées un petit peu plus souvent. Donc voilà, ça fait que j'ai répondu aux 10 questions. J'espère que ça vous aura plu. À nouveau ce petit format vidéo. Alors c'est vrai qu'il y avait plus de questions techniques, je me rends compte en y répondant là que c'était beaucoup plus technique, donc forcément peut-être un peu moins de mon vécu et de personnel, mais c'est intéressant je pense aussi. Et du coup si cette deuxième vidéo Chit Chat Compostelle, ce format comme ça vous aura plu à nouveau, n'hésitez pas encore une fois à me le dire, en tout cas dans les commentaires, à me poser vos nouvelles questions pour qu'il y ait une troisième vidéo, parce qu'évidemment sans questions je ne pourrais pas faire de troisième vidéo. L'idée ce serait de faire à nouveau une vidéo le mois prochain, une troisième, si ça
ça vous plaît et si vous avez des questions à me poser. Ça peut être vraiment toutes sortes de questions tant que ça plus ou moins touche le chemin de Compostelle. Ça peut être un peu plus d'ordre spirituel si c'est plus vers quoi vous avez envie de parler ou voilà, ou des questions techniques ou toutes sortes de questions. Vraiment, je serais contente, ou sur mon chemin actuel. Ou voilà, je suis toujours contente de pouvoir bavarder de Compostelle. En tout cas, moi, ce format-là, il me convient vraiment bien parce que je le trouve chouette et je suis plus à l'aise dans ce format-là. Et puis pour m'encourager, c'est comme d'habitude, si tu as envie, n'hésite pas à mettre le petit pouce en l'air sur cette vidéo et à t'abonner à la chaîne parce que je sais que certains d'entre vous me suivent sans être abonnés. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le bouton rouge qui s'affiche juste en dessous de la vidéo et à cliquer sur la petite cloche qui est juste à côté pour recevoir une notification à chaque fois que je publie une vidéo, à savoir le mardi 17h. C'est notre rendez-vous hebdomadaire et je suis toujours très contente de vous y retrouver. Et puis moi je vous dis à la semaine prochaine pour une vidéo que j'ai très hâte de vous faire parce que j'ai une surprise pour vous, mais j'en dis pas plus. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous et à très vite. Salut!